Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, priorité à la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, s'y est engagé le 6 novembre dernier lors de son discours de prestation de serment s'adressant aux Camerounais pour la première fois de son 8e mandat. Le chef de l'État a promis de s'attaquer à tous ceux qui sèment la mort dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Il a mis en garde les membres de ces groupes armés, dont certains viennent des pays voisins, inviter les pays amis à traquer les commanditaires et appeler les chefs traditionnels, les élites locales et les forces vives à convaincre les groupes armés de déposer les armes. Car pour Paul Biya, le terrorisme est un fléau mondial qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Parviendra-t-il à venir à bout du terrorisme au Cameroun? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, direction Minkan, au quartier Oza, dans la ville de Yaoundé, où s'est produit l'horreur. La découverte du corps d'un enfant gisant, les bras attachés et le cœur arraché, selon les informations recueillies sur place et fournies par des voisins, a plongé les habitants dans la stupeur ce lundi 10 novembre. Hier lundi 10 novembre, l'enfant âgé d'environ 7 ans, 8 ans par là, selon les riverains, présentait des signes de sévices d'une extrême violence, tandis que sa mère, grièvement blessée lors de l'attaque, a été transportée d'urgence à l'hôpital. 2 autres enfants, témoins potentiels des faits, sont actuellement en état de choc. Sur place, le silence et l'incompréhension dominent, tandis que l'enquête s'annonce complexe. Nos reporters Sébastien Oyébé et Julien Bapungué se sont rendus sur les lieux au lendemain de ce drame. Chose vue et entendue dans cet élément. C'est ici, au lieu-dit Minkan, dans la ville de Yaoundé, que le drame s'est produit. Une scène qui continue de susciter l'émoi et de nombreuses interrogations au sein du voisinage. Selon les témoignages recueillis sur place, un garçon âgé d'environ 8 ans a été retrouvé hier au petit matin dans cette maison située derrière moi. D'après une voisine qui a préféré s'exprimer off the record. C'était hier à 4 heures. Parce qu'on a... Non. Bon, on peut dire lundi à 4 heures. Oui. J'étais chez moi, je suivi une cri d'une femme. Je me suis dit que peut-être ils ont perdu quelqu'un, des trucs comme ça. Je me suis plus encore même enfermée, même sortie, je ne suis plus sortie. Assise, je passe là, je trouve que les gens étaient ici là beaucoup. La maison aujourd'hui est totalement vide, visiblement calme. Toujours selon les riverains, c'est aux environs de 12 heures hier que le corps de la victime a été retiré par les autorités. Depuis, aucune communication officielle n'a filtré sur les circonstances exactes de cette tragédie, ni l'évolution de l'enquête, un silence qui renforce l'inquiétude et les spéculations dans un quartier désormais plongé dans la stupeur. Ici, les voisins attendent des réponses. La maison, elle, affiche désormais un calme lourd, un silence qui en dit long sur l'horreur de ce qui s'est déroulé. Depuis le lycée de Minkan à Yaoundé, nous sommes Sébastien Oyébé et Julien Bapungué pour Balafon Média. Merci Sébastien Oyébé. À Maroua, dans la région de l'extrême nord, le ministre de l'administration territoriale a lancé de graves accusations. Paul Atangandji a affirmé que certains politiciens auraient drogué des mineurs pour les pousser à manifester dans le contexte post-électoral. Le membre du gouvernement s'exprimait ce mardi lors d'une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire de la région, tout en exhortant les chefs traditionnels et les imams à prier contre ceux qui cherchent à inciter à la violence. Paul Atangandji a constaté les dégâts causés par les manifestants visitant plusieurs bâtiments publics vandalisés ou incendiés dans le bureau de la préfecture de Maroua 2e. D'autres précisions avec Fondrené Marquez. Paul Atangandji, Minister of Territorial Administration, while evaluating the post-electoral security situation in Maroua, Far North Region, accused some politicians of drugging minors to carry out
acts of street protest violence. During an exchange with traditional rulers and imams, the territorial administration minister urged them to organize prayers against those who instigate or plan to instigate violence. Et vous devez être ferme. Quand vous faites les prières des imams, vous dites que c'est lui qui veut amener le désordre, que Allah s'occupe de lui. Allah dépasse tout le monde. Que Allah s'occupe de lui dans son sommeil, comme il va amener le désordre, que Allah s'occupe de lui dans son sommeil. Il est très important. Donc, si je vous ai donné le discours du chef d'État, c'est pour trouver un document qui met tout le monde autour de la table. Vous avez souffert de Boko Haram, nous les anglophones nord, on a souffert des bandits qui sont venus tromper les populations, mais nous avons vu les conséquences. The Interior Minister also visited several structures, including a LECAM office in Marwa and the Marwa 2 Divisional Office, both of which had been vandalized. The Divisional Office of Marwa 2 briefly recounted how he escaped the rage of protesters. Je vois tous les manifestants, la population qui pouvaient passer. Vous avez commencé à agir des barricades, à agiter des mots, en route de pierre. Je vois que ça va la voiture. Donc, pour sortir de cette quartier, ça n'a pas été facile. Bon, Dieu merci. Merci à ce petit. Et j'ai été sur le gouverneur. Donc, voilà dans la situation que je vois un peu perdu. Et les documents administratifs, tout a été dit. Alors, je me rappelle le dossier qu'il y avait ici, le dossier traditionnel, le dossier de matriculation, c'est parti en Paul Atanganji made reference to the letter of Paul to the Romans, emphasizing that power comes from God. Et le chapitre 5, Saint Paul conclut là-dedans, il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Voilà, Saint Paul, prenez, allez, les gens qui aiment l'Internet, ceux qui ne connaissent pas la Bible, allez dire, c'est ce que Saint Paul dit, c'est pas parce que je m'appelle Paul, mais Saint Paul, c'est clairement que tout pouvoir vient de Dieu. Le président Paul dit, c'est la volonté de Dieu. Même ses ennemis doivent se plier, doivent se mettre à genoux, en disant que le président Paul dit, c'est Dieu qui vous a donné, nous vous respectons, c'est terminé. Et celui qui ne respecte pas l'autorité, c'est le tonnerre qui va s'occuper de lui. C'est pas de dire, oh, il m'est revenu que ce candidat est allé chercher des marabouts dans les pays à gauche, à droite. Les marabouts ne donnent aucun pouvoir à quelqu'un, c'est des histoires. Est-ce que le marabout connaît le jour de sa mort? N'est-ce pas le marabout? Il n'y a que Dieu. In addition to promoting peace and national unity, Minister Paul Atanganji distributed hard copies of President Paul Biya's inauguration speech, which he said would serve as a guide for religious leaders, traditional authorities and elected officials in the discharge of their duties. Et au moment où l'administration territoriale fait le bilan, la crise post-électorale continue de secouer le pays. Plus de 1500 personnes interpellées, dont des mineurs. Des conditions de détention difficiles et les droits à la défense parfois bafoués. Dans un communiqué publié à cet effet, le collectif Défense citoyenne, regroupant près de 150 avocats, tire la sonnette d'alarme. Sur le terrain, il constate l'ampleur des violations, multiplie les missions d'assistance et appelle à la responsabilité des autorités et de la société civile. Juliana Tada et Loïc Tegia pour plus de précisions. Dans un contexte toujours tendu, le message du collectif reste clair, pas de stabilité sans justice, pas de paix sans respect du droit. En attendant et malgré les obstacles, le collectif Défense citoyenne poursuit ses missions d'assistance et de défense des détenus post-électoraux. Entre visites de terrain, constitution de dossiers et suivi administratif auprès des tribunaux, les équipes s'efforcent de garantir le respect du droit à la défense pour chaque personne arrêtée. Selon le rapport du 2 novembre, plus de 1500 interpellations aux parties ainsi que l'issue ont été recensées. Littoral, environ 500, centre et sud, près de 300, dont 55 déférés au tribunal militaire, ouest, environ 400, Est et extrême nord, près de 100 personnes, dont plusieurs mineurs arrêtés. Certaines personnes sont détenues sans chef d'accusation précis. Par ailleurs, le budget global du collectif pour cette période s'élève à 1 667 900 francs CFA, dont 350 000 déjà dépensés pour les déplacements et la logistique. La solde de 1 317 900 francs CFA financera les prochaines missions d'assistance et de suivi.
Cette gestion rigoureuse est saluée comme un gage de crédibilité et d'engagement durable. De nouvelles missions sont prévues dans les prisons centrales et brigades de gendarmerie afin de documenter les violations, garantir la présence d'un avocat pour chaque détenu et renforcer la coordination régionale. Des courriers officiels ont également été envoyés aux autorités pour dénoncer les blocages et rappeler le respect du droit à une justice équitable. Enfin, dans son communiqué, le collectif lance un appel solennel, d'abord aux autorités nationales pour assurer l'accès des avocats et mettre fin aux gardes à vue arbitraires, enfin aux partenaires, institutions et citoyens pour soutenir les efforts de défense des droits humains. Et la récente crise post-électorale a eu des répercussions bien au-delà des frontières camerounaises. L'approvisionnement alimentaire du Tchad, voisin et d'autres pays d'Afrique centrale, fortement dépendants des exportations camerounaises, on a pris un coup. Des chauffeurs camerounais qui empruntent les axes Douala-Bangui, Douala-N'Djamena témoignent que ces pays voisins ont été sérieusement affectés au plus fort de la crise. Ils évoquent un ralentissement des approvisionnements et une flambée des prix des produits de première nécessité tels que le riz, la farine et autres denrées de base. Et alors qu'ils décrivent les difficultés rencontrées par ces pays pour s'approvisionner, les chauffeurs ont également fait part des pertes financières et matérielles qu'ils ont personnellement subies en raison des tensions post-électorales. Jérès Azangué et Fondre des Marquez ont recueilli leurs témoignages. Je vous propose de les suivre dans cet élément. The post-electoral crisis that paralyzed activities in Cameroon for nearly a month was also felt in neighboring Chad and across Central Africa. Cameroon, being a major exporter of food to its neighbors, experienced severe disruptions in supply, deliveries were delayed, and some consignments arrived well behind schedule, as confirmed by Aliou, a transporter on the Douala-Bangui corridor. Il n'y a pas assez de nourriture. C'est nous qui ravitaillons tout, mais maintenant, les camions pas, mais pas assez. Jusqu'à là, ce n'est pas encore ouvert à 100%. Il y a la famine du côté de la Centrafrique, les gens de pleurer. Il n'y a pas, les nourritures ne montent pas toujours là-bas, en Centrafrique. Donc c'est nous qui ravitaillons, mais ici en baisse. Le mouvement est encore en baisse. Donc on prie Dieu que ça part en bonnes conditions. According to Amadou Maliki, national coordinator of the Cameroon Road Transport Drivers Union, the usual daily loading of about 140 truckloads of food at the Douala and Kribi seaports destined for neighboring countries was halted due to fears of possible attacks. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont leur cargaison, mais le patron, lui, il demande au chauffeur de garer son camion. Donc tu n'as pas de choix, tu ne peux pas porter le bien de quelqu'un. Il y a son camion, tu portes la cargaison et en cours de route, tu tombes dans une embuscade. Donc raison pour laquelle nous, de notre côté, pendant cette période de post-électorale, les 2 semaines passées, on n'a pas pu se déplacer. Drivers operating along the Douala-Bangui and Douala-N'Djamena routes also lamented the heavy financial and material losses they suffered during the post-electoral crisis, according to Amadou Malika. Les pertes sont énormes, ce que je peux dire là pour l'instant. Les pertes sont vraiment énormes. Puisque nous, qui sommes, par exemple, au niveau du bureau national, et nous avons suivi, c'est-à-dire de bout en bout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon. Et nous ne pouvons pas estimer, parce que c'est maintenant que nous sommes en train de nous retrouver, comme vous avez constaté, tous les différents camarades. Although activities have now resumed, the situation remains timid, continuing to affect not only food supplies to neighboring countries, but also the livelihoods of drivers and truck owners. Et toujours au sujet de la crise post-électorale, le ministère des Transports a annoncé son intention de renforcer la sécurité et de réduire le nombre de points de contrôle sur les axes routiers nationaux. Cette décision est justifiée par les craintes exprimées par les chauffeurs en cette période de tension pour l'un des syndicats des transporteurs routiers. Cette mesure vise à encourager la reprise des activités fortement perturbées
par les violences. Amadou Malika, syndicaliste, réagit à cette annonce dans cet élément de notre rédaction. Le gouvernemental nous a rassurés et ils ont mis également certaines mesures, c'est-à-dire en escortant le camion, c'est-à-dire le long du corridor. Et nous avons aussi été invités par le gouverneur. Nous qui sommes ici à Douala, le gouverneur nous a invités et il a transmis le message du gouvernement pour que nous puissions rassurer que ces mesures-là seront exécutées, à savoir, c'est-à-dire le convoi, l'escorte autant pour moi, de tous les camionneurs, c'est-à-dire quittant de Douala jusqu'à Yaoundé, et de Yaoundé ainsi de suite. Il y a le relais dans chaque région. Et il a également, comme je disais tantôt, suspendu tout le contrôle répressif, c'est-à-dire le long du corridor, c'est-à-dire le contrôle de la gendarmerie et de la police. Également les ponts bascules, parce que le plus souvent, il y a des embouteillages au niveau de ponts bascules tels qu'il avait cité, le pont bascule de Kakanzok à Edea. Et cela nous fait comprendre cette décision, c'est pour que la route soit fluide. Mais est-ce que c'est respecté sur le terrain depuis que ça a été? Je peux dire c'est respecté. Au départ, il y a certains quand même services qui n'ont pas peut-être voulu respecter, mais l'ordre est venu du gouverneur de la région du Nord, du littoral. Le gouvernement camerounais est-il en train de migrer de l'intervention militaire vers une résolution pacifique des différents conflits dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest et de l'extrême nord? Après des années de conflits dans ces trois régions du pays, Paul Biya vient d'engager les chefs traditionnels et les élites à une mission de sensibilisation pour ramener la paix là où le grand dialogue national et toutes ses recommandations n'ont pu apporter des réponses aux préoccupations des populations anglophones, tout comme le plan de reconstruction de la région septentrionale. Question: ces nouveaux chargés de mission de Paul Biya réussiront-ils une mission qui semble visiblement impossible? La lecture de Jean-Paul Chouniat. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. En annonçant l'implication des élites et les autorités traditionnelles dans la gestion des crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le chef de l'État Paul Biya est-il en train de migrer progressivement vers la recherche d'une solution pacifique au conflit armé qui secoue le Cameroun anglophone depuis 8 ans? Contre les propositions de toute la classe politique de l'opposition, les acteurs de la société civile, des élites et des religieux, à l'instar de feu cardinal Christian Toumi, qui suggérait la tenue d'une all-anglophone conférence pour une sortie de crise. Le pouvoir de Yaoundé optait pour l'intervention militaire qui avait envenimé la situation, poussant à la radicalisation des milieux d'acteurs à la détermination de faire sécession et créer l'état de l'Ambazonie. Et l'on en est là aujourd'hui, avec des combattants séparatistes et autres bandes armées qui poursuivent des attaques ciblées contre les populations civiles et militaires. Balayant d'un revers de la main les options de toute concertation élargie à un dialogue inclusif, le gouvernement préconisait en 2019 son grand dialogue national aux recommandations qui n'ont nullement comblé les attentes de la majorité des populations anglophones. Conséquence, le plan présidentiel de reconstruction, le statut spécial, la réhabilitation de la House of Chiefs, la nomination des Public Independent Conciliators n'ont presque rien changé. Les bandes armées continuent de semer la terreur avec des fonctionnaires et élus locaux abattus à bout portant, des citoyens enlevés, torturés et tués.
Même les centres de DDR et tous leurs avantages de réinsertion sociale des combattants séparatistes dans la vie normale semblent bien ne pas les intéresser. Et ces assaillants règnent presque en maître voilà près de 9 ans dans certaines localités de ces deux régions, s'en prenant par embuscade aux forces de défense et de sécurité. Les nouveaux chargés de mission de Paul Biya réussiront-ils à réconcilier les positions et ramener la paix en dissuadant les séparatistes de renoncer à leur projet de partition du Cameroun? Autre chantier de pacification, la région de l'extrême nord, plus ou moins sous l'emprise des exactions de Boko Haram. Élites et chefs traditionnels ont sans aucun doute fort à faire dans ce conflit où l'ennemi n'est nullement identifiable, opère par surprise, laissant désarroi et désespoir derrière lui. La secte recrutant ses milliers d'adeptes parmi la masse des jeunes désœuvrés vivant dans la misère et la pauvreté. Comment les chefs traditionnels et élites du coin réussiront-ils à convaincre tous ces jeunes gens qui les accusent pour la plupart d'avoir pactisé avec le régime de Yaoundé pour leurs intérêts au détriment des masses abandonnées à leur triste sort? Ainsi, ces élites et chefs traditionnels, pour la plupart militants du RDPC sans crédibilité devant les leurs, réussiront-ils cette mission visiblement impossible pour un retour à la paix définitive et durable dans ces 3 régions du pays? Un élément de Jean-Paul Chouniat. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, le 515 du bouquet Canal+, le 747 du bouquet StarTime et sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook. Maître Calvin Job est avec nous ce soir, avocat au barreau du Cameroun. Maître, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Maître, vous avez éteint votre micro. Voilà, c'est bon. Charlie Queugneux, géostratège, sera avec nous tout à l'heure au téléphone. Roland Tsapi, éditorialiste chez Balafon Média, est avec nous en plateau. Bonsoir, Roland. Bonsoir, Claude. On revient, comme hier, sur le discours de prestation de serment du président de la République. Paul Biya a annoncé de nouvelles mesures dans la lutte contre le terrorisme au Cameroun. Le président de la République compte s'appuyer sur les élites, sur les chefs traditionnels, sur les forces vives des régions du nord-ouest, du sud-ouest frappées par la crise anglophone et sur les régions, sur les autorités des régions, de la région de l'extrême nord marquées par ces attaques de Boko Haram. Maître Calvin Job, est-ce qu'on doit s'attendre à bien plus que ce qui avait déjà été fait par le passé avec cette annonce du président de la République? J'ai envie de dire que la réponse est dans la question. Puisque de toute façon, le chef de l'État compte... on lit, on écoute son discours, on a une triptyque qui revient régulièrement. C'est remercier les forces de l'ordre, appeler la population à la résilience et promettre une paix qui est censée arriver mais qui n'arrive jamais. Alors, le ton, certes solennel, martial, comme d'habitude, mais le problème c'est qu'à la fin de la journée, la question unique demeure. Où en sommes-nous ? Malgré tout ce qui a été fait depuis 2014 avec Boko Haram, depuis 2016 avec la crise anglophone, une batterie de mesures a été proposée, mise en place. On a choisi l'option de la militarisation qui, à la fin de la journée, s'avère inefficace parce que nous sommes encore... il n'y a aucune avancée. Les mêmes problématiques, les populations vivent les mêmes problématiques. Est-ce qu'on va rester maintenant quasiment plus de 11 ans, bientôt 11 ans dans ce début de crise, on va rester avec les mêmes recettes, les mêmes stratégies, les mêmes méthodes, les mêmes discours? Ça, c'est des questions que nous, en tant que citoyens, on se pose. Et quand on entend le chef de l'État, une fois de plus, qu'on entend ce discours-là, une fois de plus, il faut saluer l'effort de travail des forces de l'ordre, parce que c'est difficile, ça, nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que c'est nécessaire de les envoyer de manière continue comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Est-ce que ce qui a été proposé depuis 2020, notamment, ça a été dit tout à l'heure, la question de la reconstruction de ces zones, pour la zone anglophone, quel est le bilan qu'on a tiré de ça? Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Qu'est-ce qui a été fait? On a également proposé notamment la question de la reconversion des anciens combattants. Quel est le bilan qui a été fait? Est-ce que
est-ce que le chef de l'État a donné, a effectivement demandé à ce que ce soit exécuté? Est-ce que ceux qui ont reçu cet ordre-là, cet ordre du chef de l'État, l'ont exécuté, l'ont amené à bien, et on peut aujourd'hui nous dire, voici le bilan de ce qui a été fait. Maître Calvin Job, c'est justement par rapport à toutes ces interrogations que certains estiment qu'il n'y a pas eu une réelle volonté de mettre fin au conflit, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bien qu'il y ait des mesures qui aient été annoncées, certaines exécutées, d'autres pas. Est-ce que vous partagez cet avis? Si, je partage, mais c'est simplement en nuançant le fait qu'il y a une volonté. Mais c'est l'orientation l'option qui a été choisie, l'option du tout militaire, du tout force, tout forcément ramener l'ordre par tous les moyens. C'est ça qui n'est pas. Cette option-là, elle n'est pas la bonne. À mon sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est vraiment avoir une approche multidimensionnelle. Ce qui a manqué jusqu'à aujourd'hui dans la gestion de ce conflit. Cette approche multidimensionnelle, bien sûr, il y a l'aspect sécurité, elle doit englober l'aspect gouvernance, elle doit aussi englober l'aspect inclusion des communautés qui vivent dans ces zones-là, parce qu'il faut leur faire participer. Elle doit aussi englober l'aspect développement local, parce qu'on doit avant tout répondre aux aspects, aux questions, aux problématiques qui ont amené à cette crise, et non pas se figer disant on va envoyer l'armée fera le travail, de toute façon ce n'est que l'armée et rien que l'armée. Non, ça ne suffit pas. On lance appui. Le président de la République a félicité l'armée, les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dans l'extrême Nord. Est-ce qu'en changeant d'approche pour ce septennat qui s'est ouvert le 6 novembre, le président de la République reconnaît ouvertement que l'approche militaire n'était peut-être pas la bonne? Cela va de soi. Puisqu'il annonce, il demande aux élites locales d'opter pour le dialogue, la sensibilisation, désormais. Vous savez, en politique, c'est difficile. C'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est difficile de faire mea culpa. C'est difficile de faire amende honorable et dire que, OK, voilà, on s'est trompé sur ce point. Si on essaie toujours d'habiller tout cela avec un discours un peu sibyllin à la limite, parce que si on veut regarder vraiment de manière profonde, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que depuis 7 ans, les militaires sont félicités et n'ont pas de résultats pour lesquels on les félicite. Au contraire, il faut regretter au passage que pendant qu'on les félicite, on constate qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire, ne serait-ce que pour rendre hommage à tous ces militaires qui sont tombés sur le terrain. Peut-être ça aurait été une meilleure façon de les féliciter. Mais vous savez qu'on a eu des reportages dans lesquels il y a des veuves de ces jeunes soldats qui ont été envoyés sur le front, qui se plaignaient de ne pas avoir le minimum, de ne pas bénéficier du minimum. Ne pas être soutenu même par l'État. Par l'État, alors que leur époux est mort au front. Je crois que c'est par là qu'il fallait commencer pour dire qu'on félicite ces gars et encourager les autres qui y vont. Parce qu'ils pourraient y aller en sachant que, tel que je parle là, si je ne rentre pas, au moins ma famille, mes enfants ne seront pas abandonnés à eux-mêmes. Il y a un problème là. Or, justement, on les félicite tout le temps, mais on n'avance pas. Est-ce que c'est un aveu d'échec? Cela va de soi. Et vous savez très bien que depuis le début, le gouvernement n'a jamais voulu accepter qu'il y avait un problème. Or, pour apporter une solution à un problème, il faut d'abord admettre, intégrer que le problème existe. La main du gouvernement a été presque forcée pour qu'il accepte finalement qu'il y a un problème. Et quelqu'un qui accepte au forceps qu'il y a un problème, c'est difficile qu'il y apporte la solution appropriée, parce que toutes les solutions qui vont être proposées seraient un peu comme pour satisfaire ceux qui l'ont forcé. C'est-à-dire que de manière profonde, on n'a pas voulu accepter qu'il y a un problème. Première chose. Deuxième chose, c'est que on est encore en train de tergiverser par rapport à ces problèmes, que ce soit surtout le problème anglophone. Parce que pour l'extrême nord, c'est encore un peu compliqué. On n'a jamais compris vraiment qui combat, qui revendique quoi, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. On ne sait pas jusqu'ici est-ce que les gars du Boko Haram veulent concrètement. Il n'y a pas de revendications connues, précises, un peu comme ce qu'on a dans le Nord-Ouest. Je suis en train de dire quoi, que si dès le départ, on avait
identifier de manière claire et propre où est le problème. On l'avait accepté comme un problème existant et on s'était mis à faire un diagnostic complet de ce problème. Il aurait déjà été résolu. Il aurait déjà été résolu parce qu'on aurait compris. Je vous jure que quand on arrive à prendre les armes, quand vous voyez un enfant réfléchir, commencer à casser quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas pu se faire entendre autrement, c'est-à-dire par le dialogue. Or, vous savez très bien que dès le départ, c'est des mouvements pacifiques qui commencent là dans les régions du Nord-Ouest. Mais qu'est-ce qu'ils rencontrent en face? On leur oppose une force brutale, humiliante, intimidante et autres. On humilie le corps des avocats. On humilie le corps des enseignants. On leur fait croire que... Je me rappelle toujours cette phrase d'un des ministres du gouvernement à qui on disait qu'il y a urgence à Buea. La réponse était que les urgences sont à l'hôpital. Un peu comme pour dire qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas. Et quand finalement ils ont commencé à accepter qu'il y a un problème, vous comprenez que les données étaient déjà faussées. Mais le problème a évolué, Roland Tapi. Aujourd'hui, on ne parle plus de revendications d'avocats ou des enseignants. On parle de ces jeunes qu'un ministre a qualifiés de drogués. On parle de ces jeunes qui assassinent, qui enlèvent, qui brûlent, qui cassent désormais. Ce que je suis en train de dire, c'est que dès le début, si on s'était arrêté pour se poser la question, pourquoi est-ce que ces avocats sont en grève? Pourquoi ces enseignants sont en grève? Quels sont les fondements de leurs revendications? Et qu'on s'y était attaqué, s'il y avait même des... Empruntant même l'expression du ministre des drogués et autres, ils n'auraient pas eu la brèche pour commencer à faire ce qu'ils font aujourd'hui. On le leur a donné. Vous comprenez un peu. Donc, si initialement, le problème avait été accepté comme existant et ça pose quand même un réel problème parce que le président Paul Biya lui-même, dans le passé, avait fait partie d'une commission créée par le feu Ahidjo, son illustre prédécesseur, comme il l'a appelé, pour aller justement dans les zones anglophones, discuter avec les populations et lui apporter, je veux dire, un rapport identifiant clairement le problème anglophone qui a toujours existé. Lui, le président Paul Biya faisait partie de la commission. Ils ont rapporté le document à Amadou Ahidjo. Peut-être qu'il n'y a pas apporté les solutions appropriées à ce moment, mais quand ça ressurgit au moment où c'est Paul Biya qui est à la tête de l'État, ils devraient être bien au courant parce qu'ils savent ce qu'ils avaient écrit dans le rapport, ils savent où il y avait le nœud du problème et autres, ils auraient dû dire que bon, ok, je sais exactement où ce problème est et on s'arrête là pour, mais pas écouter, comment dire, les sirènes de la désinformation. Cette fois-là, c'était autour de lui qui avait ces sirènes de la désinformation qui lui faisaient croire qu'il n'y a rien, qu'il y a juste un groupuscule d'agitateurs de petits bandits qui font du bruit là-bas, il n'y a rien, on maîtrise la situation, ainsi de suite, pour qu'après on se retrouve en train de conduire des contingents d'armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec pour finalité quoi? Ces gens qui sont tués, tant du côté de l'armée que du côté des civils. Ce sont des Camerounais qu'on a perdus, il ne faut pas oublier. Il n'y a aucun Nigérian dedans, il n'y a aucun Équato-Guinéen dedans. Ce sont les Camerounais qui sont morts. Ce sont les fils du Cameroun qui sont morts d'un côté comme de l'autre. Où est-ce qu'on met aujourd'hui ce bilan? Si aujourd'hui, finalement, le président de la République, parce que quand vous regardez encore bien, réécoutez son discours d'investiture, il a commencé quand même par dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Je suis conscient des frustrations. Je mesure la gravité de la situation. Est-ce qu'il est en train véritablement de faire un mea culpa, comme je disais au début? Tant mieux. Est-ce qu'il a accepté que le problème, tel que posé depuis le départ, n'a jamais rencontré une solution idoine? Tant mieux. Est-ce qu'il pense maintenant qu'on peut y procéder autrement? Tant mieux. Il a dit. Il a dit. On peut y procéder autrement. On va interroger ces nouvelles méthodes qu'il propose pour savoir si le passé, ou bien ce qui s'est déjà passé antérieurement n'entache pas la crédibilité de cette méthode maintenant. Est-ce que si on l'avait adoptée au départ, elle n'aurait pas été plus efficace qu'elle ne peut l'être maintenant? Avant d'évaluer ces nouvelles méthodes annoncées par le président de la République, faisons un peu le bilan de ce qui avait déjà été fait par le passé. Charlie Kenyé, géostratège, est en ligne. Il est au téléphone. Charlie Kenyé, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir.
Nous n'avons pas de retour ici en plateau. Charlie Kenyé, bonsoir. Non, malheureusement, il n'est pas en ligne. On va essayer de l'avoir tout à l'heure avec l'aide de la régie. Maître Calvin Job, nous sommes toujours sur les stratégies adoptées par le passé par le Cameroun, notre pays, bien que de nouvelles aient été annoncées par le président de la République. On a vu, Roland Sapie l'a évoqué, on a vu des contingents de militaires, de forces de défense et de sécurité aller dans le nord-ouest, aller dans le sud-ouest, aller dans l'extrême nord pour calmer la situation, pour mettre fin aux attaques et tout le reste. Mais pour le cas du nord-ouest et le sud-ouest, pour le cas de la crise anglophone, entre fin 2016 et 2025, les attaques ne se sont pas arrêtées, même si on enregistre de moins en moins d'incendies, d'enlèvements et tout le reste. Est-ce qu'on peut dire que ces stratégies-là, finalement, ont été gagnantes? Et même si aujourd'hui on pense à une approche visant à sensibiliser, à dialoguer, on ne devrait pas mettre de côté la stratégie militaire. Alors, stratégie gagnante, moi je ne pense pas. Parce que si y avait un quelconque gain dans cela, on ne serait pas en train de parler, on ne serait plus en train de parler de crise anglophone aujourd'hui. On veut dire, le tout militaire, cette rhétorique militaire, ce choix de mettre en avant la force de notre armée sur le terrain, c'est un choix qui ne porte pas ses fruits. Il aurait fallu, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu, peut-être un peu plus tard, même après ce grand dialogue qui a eu, se concentrer sur les discussions pour comprendre, une fois de plus, comprendre l'essence même des revendications des populations. Mais il y a eu des discussions. Des discussions qui sont limitées au grand dialogue national, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu le Premier ministre effectuer des descentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, mais des descentes. Mais on parle de dialogue inclusif. Aller discuter avec la population, justement, c'était l'objet des descentes. Voilà, justement, oui, un parcours bien balisé, organisé, avec des caméras, avec des arbres, la route nettoyée, tout ça. C'est pas ça qu'il faut, en fait. Il faut, bien évidemment, utiliser les relais locaux, que ce soit les fameux chefs. Je pense que le chef de l'État a dû indiquer ça, qu'il fallait utiliser toutes les autorités, les élites locales. Il faut utiliser ces gens-là pour faire passer le message de compréhension des revendications et aussi proposer, relayer les solutions, pas pacifiques, mais les solutions aux problèmes qui auront été présentés. Donc, cette stratégie, cette logique inclusive d'inclusion des populations, c'est ça qui doit primer. On a compris aujourd'hui que le tout militaire ne paye pas. On y sera encore dans 5, 6, 7, 8 ans si on maintient uniquement ce tout militaire. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix mettre un terme à ça, non. Le tout militaire doit être là, mais ça ne doit pas être la priorité. Parce qu'au final, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a des militaires, des éléments de force de l'ordre qui perdent la vie. Il y a aussi les populations qui perdent la vie. Il y a des populations déplacées. Donc, aujourd'hui, on a une situation, même quand le chef de l'État nous dit que finalement, il y a des améliorations, il n'y a pas d'amélioration. On a 700 000 déplacés. Quelle amélioration dont on parle? Il n'y en a pas. Donc, il faut revoir ces stratégies. Et il faut surtout, pour le chef de l'État, se rassurer que les orientations qu'il donne, c'est ce qui est mis sur le terrain. On a pu avoir Charlie Kenyé, géostratège, au téléphone. Il est d'ailleurs en ligne. Charlie Kenyé, bonsoir. Allô? Non, malheureusement, nous ne l'avons pas. À votre suite, Maître Calvin Job, vous disiez qu'il faut essayer de comprendre les revendications. Est-ce qu'on est encore à l'étape de la discussion ou la compréhension des revendications 9 ans après, 9 ans, oui, 8-9 ans après pour la crise anglophone, un peu plus pour Boko Haram. Est-ce qu'on doit encore discuter, dialoguer, essayer de comprendre pourquoi des hommes armés tuent des citoyens civils ou bien de simples citoyens camerounais, mettent le feu aux édifices publics ou privés, aux maisons, ainsi de suite. Est-ce qu'on doit encore essayer de comprendre à ce stade de ces différentes crises? Oui, parce que ça n'a pas été fait dès le départ. C'est un manquement.
un manquement primaire qu'il faut rattraper aujourd'hui. Nous en sommes là parce que cet aspect n'a pas été pris en compte et n'a pas été mis en œuvre. Il faut, en mon sens, quelles que soient les crises, même nous en tant que dans l'exercice de mon métier d'avocat, même si on laisse toujours une fenêtre de discussion. Toujours. Et c'est ce qui a manqué dans la gestion de cette crise. Il n'est pas trop tard pour y revenir. Et on le voit d'ailleurs, vous avez bifurqué sur les jeunes qui cassent les édifices. Oui, parce que là encore, c'est des revendications, des cris depuis des années qui ne sont pas entendus. Ou qui sont entendus mais ignorés. Donc, quand nos dirigeants auront l'attitude de vrais hommes d'État, qui ont d'abord le premier réflexe d'écouter et de tendre l'oreille aux cris, aux pleurs, aux supplications, aux souffrances des populations, quand ils auront cette attitude-là, je pense qu'on verra que finalement, des choses pourront évoluer. Ce serait peut-être l'occasion pour le président de la République de convoquer un nouveau dialogue, on n'en sait rien. On va adresser la question à Charlie Keigne qu'on a pu avoir, on espère que cette fois-ci sera la bonne. Charlie Keigne, bonsoir. Non, on ne l'a toujours pas, je reste à Zangui. Roland Zapi, on était sur des stratégies à adopter jusqu'ici. La question était adressée à Charlie Keigne, mais malheureusement, on n'arrive pas à la voir. Est-ce que, puisque Maître Calvin Job estime qu'il faut, malgré le fait que le temps soit passé, il faut essayer de comprendre les motivations de ces Camerounais-là qui détruisent un peu tout et qui ôtent la vie à des civils. Est-ce qu'on pourrait encore penser à un nouveau dialogue national, un nouveau grand dialogue national, si celui tenu en 2019 n'a pas porté ses fruits? Je peux vous rassurer, Claude, que le dialogue 2019, c'était juste une grande messe pour essayer d'offrir au monde entier un simulacre de dialogue qui n'en était pas un, parce que c'était des cérémonies bien organisées où on donne la parole à chacun qui vient. On n'a pas vu de vraies discussions, peut-être en commission, mais les rapports de ces commissions, que sont-ils devenus aujourd'hui? Je peux vous rassurer que de toutes les 8 commissions qui ont sorti des rapports avec des recommandations, jusqu'ici, il y a seulement 2 recommandations, mais une seule recommandation de la 3e commission qui ont été, je dirais, considérés dans le code de... Ils ont appelé ça quoi? Le Code général de la décentralisation qui a été adopté en décembre 2019, où on a tenu compte de la proposition faite par cette commission d'accorder un statut spécial aux 2 régions. Mais que mettons dans le statut spécial jusqu'ici? Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Maintenant, quand on parle de dialogue, en fait, ça suppose qu'on s'assoit à 2 ou peut-être à 3 et qu'on discute. Et je peux vous rassurer également que après des années et des années de guerre, normalement, on devrait avoir appris de l'histoire, de ce qui se passe ailleurs. On a fait 2, 3, 4, 5, 10 ans à faire une guerre. Après, on s'assoit toujours autour d'une table pour discuter. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. Depuis 3 ans déjà presque que la Russie a commencé à frapper l'Ukraine avec ce qu'il a appelé l'opération militaire. Ça fait 3 ans que ça ne finit pas. Ça fait 3 ans que les gens continuent de mourir. Et on y compte même désormais des Camerounais, parce qu'il y a des Camerounais qui sont partis d'ici, soi-disant pour aller trouver du travail en Russie. Et ils ont été enrôlés dans l'armée russe avec des promesses de meilleures, de meilleures rémunérations, et qui en sont morts. Je dis que ça nous rattrape toujours. Également, depuis 2 ans et demi, aussi que l'Israël est en train de frapper Gaza. Trump est arrivé et parle de dire il faut qu'on s'asseye et qu'on trouve un accord de cesser le feu. Pour dire quoi? On arrive toujours à la fin à pouvoir s'asseoir pour discuter. Et quand on est un peu conscient, on peut économiser ce temps de guerre. On aurait pu économiser la méthode de la lutte armée, de la militarisation des 2 régions. On aurait pu économiser ça depuis le début.
comme on parle de commencer à rediagnostiquer, non, on ne peut pas le faire maintenant parce que je peux vous rassurer qu'au niveau du pouvoir central de Yaoundé, on connaît exactement, jusqu'au plus petit détail, les problèmes. On connaît quelles sont les solutions qui peuvent les taire. Mais on est confronté à une situation connue dans la plupart des pays, l'orgueil de l'État. L'État doit rester debout. L'État ne négocie pas avec les terroristes. L'État, force doit revenir à l'État. Mais on voit très bien que cette force ne résout pas toujours les problèmes. Parce que le problème anglophone, au moins pour celui-là, est un problème qui est ancré dans l'âme et les consciences des populations des zones anglophones. Et ça, ce n'est pas avec l'arme qu'on combat ça. C'est avec un dialogue dans lequel, au cours duquel, on essaie de déconstruire un peu le conçu qui est intégré dans les consciences des gens. Quand vous naissez et vous grandissez en ayant en tête que vous avez été dupé par ceux-là à côté, ce n'est pas avec l'arme qu'on va venir vous enlever ça. C'est au cours d'une discussion profonde, à plusieurs étapes, et avec surtout les vôtres, parce que les enfants qui naissent et grandissent avec cette idée-là, l'idée leur est inculquée dans la famille, dès le bas âge. Et on devrait réfléchir à comment est-ce qu'on atténue ça. Mais évidemment, en apportant des solutions au problème qui est posé, parce qu'il n'est pas faux en même temps. Et sachant quels sont les problèmes depuis longtemps, du moins pour ce qui est de la crise anglophone, pour la crise du Boko Haram, ça peut être un peu compliqué parce que c'est une guerre idéologique en réalité. Parce que Boko Haram, littéralement, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché. Je veux dire que c'est des extrémistes islamistes qui pensent que la civilisation, la culture occidentale, effectivement, est une culture qui devrait bannir parce qu'elle dénature l'homme, elle encourage le péché, la femme ne doit pas porter le pantalon, les cheveux à l'air libre comme ça, c'est pas pensable. C'est une guerre idéologique. C'est une guerre idéologique qu'ils estiment qu'ils devraient ramener les gens à l'orthodoxie religieuse. Et la difficulté que le Cameroun a, c'est que cette guerre contre Boko Haram est transfrontalière. Il y a 3 pays au moins qui sont affectés. 4 en principe, parce qu'il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a le Niger, il y a le Nigeria de l'autre côté. Et ces gars sont mobiles en réalité. On ne sait pas finalement s'ils ont une base au Nigeria, ou au Niger, ou au Tchad, ou au Cameroun. Et quand ils sont... Et l'autre problème qu'il faut noter là-bas, à l'extrême nord, c'est que quoi? C'est qu'ils gagnent du terrain parce qu'il y a du terrain à gagner, un terrain désert, un terrain non occupé. Quand vous reculez à partir des villes de l'extrême nord, comment on peut concevoir que sur 40, 50 km, 100 km, c'est le désert complet qui n'est occupé par rien ni personne et où l'État n'est pas présent en réalité? L'État n'est pas présent là-bas. Et donc le terrain est laissé en friche comme ça. Ça leur permet de faire des incursions, frapper, enlever et repartir sans avoir vraiment une réelle résistance. Mais compte tenu de la situation, la sécurité a été renforcée jusqu'à ses frontières. S'il y avait une politique de développement pour l'extrême nord qui occupait effectivement le territoire, ils auraient eu moins de difficultés à s'intégrer. Et quand ils réussissent à s'intégrer comme ça, ils trouvent quoi? Une population qui est abandonnée à elle-même et qui cherche quoi manger. Une population qui est en réalité une cible pour eux, disposée à être recrutée parce qu'on leur propose un peu. Une population qui, au départ, se défendait elle-même, puisque la population avait constitué des comités de vigilance. Ça, c'est un peu au niveau de la ville, parce que les comités de vigilance, c'est des choses qui ont été encouragées par l'autorité administrative. Il faut dire qu'il faut regarder très bien. Si vous voyez des gens qui sont étrangers, mais avant de voir ça au niveau de la ceinture de la ville, ils ont fait des centaines de kilomètres pour arriver là. Personne n'était en train de les empêcher. Donc, dès qu'on a connu ça, on doit donc comprendre que pour ce qui est de l'extrême nord, par exemple, le problème s'intensifie parce qu'il y a une bonne partie du territoire qui n'est pas occupé, que l'État a abandonné. Et penser au développement de ce territoire, à l'occuper, à implanter l'État là où il doit être, à être présent sur son territoire et aller jusqu'aux bordures. C'est-à-dire quoi? Développer tout simplement cette partie-là. Est-ce qu'on en est capable? Et maintenant, pour les zones anglophones, ils savent très bien que le problème, comme j'ai dit tantôt, n'est pas un problème physique. C'est un problème de conscience. Les gens dans cette zone
estime encore que cela est encouragé ou bien maintenu vivant, le problème anglophone est maintenu vivant dans le langage coutumier des Camerounais quand on vous dit « je ne suis pas Tombaminda ». Vous savez à quoi ça renvoie. Et donc, quand des choses comme ça subsistent dans la société, il va falloir déjà que, si on veut résoudre ce problème, qu'on l'accepte et qu'on commence justement à tenir un discours qui déconstruise même déjà ce type de langage que les Camerounais tiennent, même sans savoir à quoi cela renvoie, mais qui touche une certaine population qui se sent frustrée par rapport à ça. Et c'est pour cela, justement, Maître Calvin Job, que l'État compte s'appuyer sur les chefs traditionnels, les autorités locales. Certains le disent à chaque fois, notamment les communicants du RDPC, l'État ne peut pas être partout au même moment. Peut-être c'est pour cette raison que le président de la République l'a annoncé. On va désormais compter sur les élites, sur les forces vives, sur les chefs traditionnels pour sensibiliser les hommes armés. Mais est-ce que ce choix est le bon? Est-ce qu'il peut aider à changer la situation? Ce choix aurait été le bon s'il y avait des élites conscientes, des élites intéressées par ces populations-là. N'est-ce pas le cas? Si vous regardez ce qui se passe ces derniers temps, il y a un rejet des élites au niveau local. Parce qu'on estime que ces élites-là se contentent de remplir leurs panses en lieu et place de vraiment relayer les doléances des populations. Donc même ces élites, ces chefs sont aujourd'hui décriés. Donc il va y avoir un sérieux travail à mettre en place. Une fois de plus, ça n'a pas été fait, mais ça reste possible. Maintenant, comme ça a été dit, il faut que l'État soit présent. Moi, je ne comprends pas ce discours qui est de l'État ne peut pas être partout, mais en même temps, quand on a des structures qui peuvent suppléer l'État, on combat ces structures-là, on les empêche de se déployer. À un moment donné, il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. Si on ne peut pas aller dans ces espaces, il y a des associations, il y a des ONG, il y a des initiatives privées qui permettent de pallier l'absence de l'État dans ces zones. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ces associations sont combattues. Donc, à un moment donné, il faudrait vraiment dresser un bilan sérieux de la situation et effectivement essayer de trouver les solutions. La question des élites, une fois de plus, on peut, mais quelles élites? Les mêmes? Ou il ne faut pas en créer de nouvelles qui ont plus de crédit ou de crédibilité auprès de ces populations? Justement, ces élites et autorités elles-mêmes sont exposées, sont victimes de cette crise-là et des actes perpétrés par des séparatistes, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. S'appuyer sur elles désormais, ce n'est pas les jeter comme ça entre les mains justement de ces bandes armées. Oui, c'est clair. Enfin, je vois de plus. On l'a vu, on l'a vu. On a vu toutes comment dire, tout ce qui était reproché à ces élites là, durant notamment les élections. C'est pour ça que je dis qu'il faut renouveler cette classe en fait, ces élites au niveau local. Il faut renouveler. Les mêmes, qu'on soit bien d'accord, les mêmes ne peuvent plus. Parce qu'il y a un point sur lequel on ne s'est pas suffisamment attardé ce soir. C'est qu'il y a une économie de cette guerre-là, en fait. Une partie de ces élites profitent de cette situation. C'est aussi, en quelque sorte, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à sortir de ces guerres. Parce que certaines personnes s'enrichissent dans le maintien de cette crise. Donc, une fois de plus, il faut totalement renouveler la classe, que ce soit la classe politique ou, je ne dirais pas traditionnelle, parce que normalement, ça doit rester la priorité ou l'apanage de la communauté ou des collectivités. Mais une chose est sûre, l'image des élites locales aujourd'hui, elle est totalement écornée. Et il faudrait que l'État en tienne compte et qu'il se rende compte qu'il faut passer autrement. Et pour le cas de la situation dans l'extrême nord, est-ce que les élites locales peuvent véritablement améliorer la situation? Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on voit quand même que certaines élites, certains chefs traditionnels sont restés dans leur chefferie, sont plus ou moins au parfum de ce qui se passe dans leur communauté. Mais pour l'extrême nord, Roland Sapé l'a relevé tout à l'heure, il y a des localités dans lesquelles vous ne trouvez personne parce que tout le monde a fui ou parce que ce sont des localités qui ne sont pas habitées. Quelle serait la contribution de ces personnes qui ne vivent déjà pas dans ces zones-là? Une fois de plus,
Moi, je vais transposer la question des élites locales du nord-ouest à celle de l'extrême nord. On l'a vu, elles sont décriées. Maintenant, effectivement, moi, l'une des solutions, c'est ce qui a été dit. Il faut que l'État soit présent par ces démembrements ou un système de décentralisation, de déconcentration, ou peu importe. Mais il faut que l'État, effectivement, c'est dans ces zones-là, précisément, où l'État doit montrer que, voilà, on doit être, nous sommes là pour assurer la sécurité, nous sommes là pour apporter le développement, nous sommes là pour pérenniser ou assurer la sécurité de nos frontières. Il faudrait effectivement que ce soit le cas, parce que effectivement, la question, vraiment, j'ai écouté de manière attentive tout à l'heure, c'est que la difficulté dans ces zones-là, c'est que c'est une guerre idéologique. Bien sûr, quand quelqu'un est dans son idéologie, c'est pas en lui récitant l'hymne national ou quoi que ce soit qu'il va écouter. Non, c'est clair. Là, effectivement, il faut peut-être la logique militaire pour quelque part montrer que nous sommes présents. Elle a sa place, mais pas que. Une fois qu'on a montré cette force de frappe militaire, on occupe, parce que comme on le dit, tout le monde le sait, la nature a horreur du vide. Donc si on n'occupe pas, on se retire, les mêmes vont regagner le même terrain. C'est pour ça d'ailleurs que la question à l'extrême nord, il n'y a pas eu, ça ne s'est pas arrêté, il y a une transformation. Il n'y a plus des attaques comme récurrentes, régulières, comme on l'a connu à un moment donné. Maintenant, c'est sporadique. Et qui part même souvent par des relais locaux qui, quelques oisifs ou quelques personnes qui tendent l'oreille et qui ne voient pas la présence de l'État camerounais et qui cèdent aux propositions, à tout ce qu'on leur propose de l'autre côté. Donc sur ce point-là, il faudrait effectivement, je veux dire, pour me résumer, bien sûr, on a montré Mus, mais il faut occuper l'espace parce que, même là, on l'a vu, les élites, on voit comment on brûle leurs biens et consorts. Elles n'ont plus vraiment la légitimité qu'elles avaient auparavant. Même si, quand même, on peut compter, on a quand même une société très, très structurée, une sorte de limite société de caste, où on a les responsables traditionnels qui sont quand même respectés. Surtout celles qui ne sont pas directement entre guillemets liées au parti au pouvoir, qui ont plus de crédibilité, on peut s'appuyer sur ces gens-là pour établir un peu un semblant d'État. Dans son discours, il y a un détail que le président de la République a mentionné, Roland Tapi. Il a parlé de ces groupes armés qui, pour certains, viendraient des pays voisins. Est-ce qu'il n'y aurait pas, si tel est le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas eu peut-être un laisser-aller? Comment se fait-il que, pour le cas de la crise anglophone, par exemple, parce que pour l'extrême nord, on le sait tous, Boko Haram, c'est un ennemi qui ne vient pas du territoire, mais de l'extérieur. Mais pour le cas de la crise anglophone, on en parlait sur ce plateau lorsque une autorité administrative avait été enlevée, puis relâchée. On avait parlé de pirates nigérians qu'il avait enlevés, qui avaient demandé une rançon. Par la suite, on n'a pas su à quel moment ou ce qui s'est passé pour qu'il soit libéré, mais il avait été libéré. Et beaucoup avaient accusé le fait qu'il y ait ces incursions de bandes armées étrangères qui viennent commettre des forfaits sur notre territoire et repartent du côté du Nigeria. Et on a également suivi dans le discours du président de la République où il demandait aux pays voisins leur contribution pour mettre fin à ces attaques enregistrées sur notre territoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un laisser-aller qu'on veut peut-être corriger? Et si tel est le cas, pourquoi seulement penser aux forces vives? Aux forces vives, aux forces militaires, peut-être, vous voulez dire? Oui, forces vives, autorités traditionnelles, élites. Ah oui, bon. Laisser aller au niveau des frontières, peut-être. Oui, des frontières. Non, je ne pense pas. La réalité, c'est que quand le président de la République dit qu'il y a des forces armées qui viennent des pays étrangers, je pense qu'il fait allusion notamment au phénomène du Boko Haram dans l'extrême nord, parce que c'est connu que c'est un phénomène transfrontalier. Parce qu'il faut faire attention. Sur le plan diplomatique, je suis sûr que le président Biya est très méfiant également. Il ne peut pas dire comme ça d'ego, de telle sorte qu'il est en train d'insinuer que
le pays voisin en question, c'est le Nigeria, parce qu'il faut bien savoir que les deux zones de conflit sont sur les bords du Cameroun et du Nigeria. On ne peut pas penser qu'ils soient en train de faire allusion au Tchad, à la RCA ou bien au Gabon à côté ou bien à la Guinée équatoriale. Non, c'est forcément du Nigeria qu'il peut s'agir. Mais est-ce qu'effectivement, il y a des bandes armées qui sortent du Nigeria pour venir attaquer et reculer? Je ne pense pas qu'il peut le dire comme ça à l'Élysée, parce que ça risque de créer un incident diplomatique avec le Nigeria. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de se mettre à dos le puissant Nigeria qui est à côté de nous avec des accusations qui ne sont pas fondées. Je crois plutôt qu'il peut être en train de dire que, vous savez, à un moment donné, il y avait des attaques directes sur des infrastructures, sur des villes en bordure de mer, à Limbe et ici à Bonaberi, par des groupes qui étaient venus par bateau. Je pense que c'était des groupes de bandits qui ne venaient pas pour installer une quelconque guerre et créer l'insécurité qu'on a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était des gens qui venaient faire des attaques sporadiques pour un but bien précis. Et ça, on ne peut pas les accuser d'être de bandes armées. Non, du tout. C'est un groupe de terroristes ou bien on les appelle les trafiquants de mer et autres qui peuvent peut-être habiter quelque part en bordure du côté du Nigeria, mais rien ne vous dit que ce sont seulement les Nigérians. Parce que pour qu'ils viennent jusqu'ici opérer en toute quiétude et repartir, ils ont quand même des relais, ils ont des informations sur comment marcher, qui est où, qui fait quoi et tout ça là. Donc je pense qu'il faut faire attention par rapport à vouloir accuser des groupes armés. Des groupes armés, ça veut dire vraiment quelque chose, des groupes constitués, bien préparés, oui, qui s'entraînent quelque part sur un territoire. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent dire que le Nigeria prête son territoire à un groupe qui s'entraîne pour venir attaquer le Cameroun. Ce serait assez risqué. Par contre, parler des forces vives qui devraient maintenant aider à résoudre le problème, on aurait peut-être commencé par là depuis le début. Sauf que maintenant, comme Maître Diop le dit, on a décrédibilisé malheureusement ces autorités traditionnelles et ces élites locales. Aujourd'hui, on ne peut pas passer le temps à obliger les chefs traditionnels à signer des motions de soutien pour soutenir quelqu'un dont la gouvernance et la présence est contestée quelque part, et ce faisant, les dresser contre justement ces populations. Parce que quand les chefs traditionnels signent de pareilles lettres de motion, ils savent très bien qu'ils sont en train de se mettre à dos les populations. Mais est-ce que ces chefs avaient la corde au cou? Il y a des chefs traditionnels qui n'ont pas signé jusqu'à présent des motions de soutien. Mais beaucoup ont signé, malheureusement. Et quand on dit qu'on sollicite l'appui de ces chefs, on ne trie pas. Toujours est-il que dans un contexte pareil, on va peut-être falloir faire la distinction entre ceux qui ont signé et ceux qui l'ont pas fait. Mais quand on va peut-être convoquer une audience foraine, une réunion publique où les populations seront en face des chefs, on ne va pas dire que toi, là, tu ne viens pas. Toi, chef qui avait signé, ne viens pas ici parce que non, tous les chefs doivent être là. Et les populations étant là, regardant le palier qui est devant eux, composé de tous ces chefs, parce qu'il s'agit des chefs cette fois-là, on dit qu'il y a parmi vous là des traîtres. Et nous, on n'a aucune garantie de ce que vous tous, finalement, vous ne l'êtes pas. Je peux dire quoi que, malheureusement, le pouvoir qui aujourd'hui veut s'appuyer sur les relais locaux a pendant longtemps travaillé à retourner ces relais locaux contre les propres populations à qui il envoie maintenant pour pouvoir leur parler. Maintenant, est-ce qu'ils ont la crédibilité, la compétence et la confiance nécessaires pour que leurs paroles passent devant ces jeunes? C'est là toute la question. Et en grande partie, on répondrait non. Parce que ce soit les chefs traditionnels ou bien les élites elles-mêmes, vous savez très bien qu'au lendemain de l'élection du 12 octobre, il y a un député dans le nord-ouest. Abbé Michael, dans le Dongamanton. Qui a été kidnappé. Et la façon dont il a été assassiné, c'était un peu comme une réponse. Pour passer un message. Pour passer un message. Et il fait partie des élites qu'on sollicite aujourd'hui pour venir parler. Est-ce que vous pensez que son collègue député
sera aise de venir là dire qu'il va convoquer les populations pour leur parler. Non, il y a un problème. Vous savez également que dans les régions du Mais là, il a même demandé, il leur est demandé de discuter avec ces groupes armés, pas avec la population. C'est-à-dire qu'aller chercher ces groupes peut-être dans la brousse et tout le reste, négocier. Dans cette logique-là, je crois que une fois de plus, le président Biya est en train de revenir à des meilleurs sentiments. Parce que dans d'autres pays, et puis ça se passe presque comme ça partout, nous regardons un documentaire de comment est-ce que ça se passe avec les prises d'otages, avec ce type de groupe armé. En même temps qu'officiellement, l'État est en train de dire nous ne négocions pas avec les terroristes. En même temps, il y a ce qu'on appelle le deep state, l'État profond, qui entame des négociations avec les leaders qui mènent toutes ces poursuites-là. Et c'est pour cela qu'on arrive à la libération des otages. C'est pour ça qu'on arrive à des cessez-le-feu. C'est justement à cause des accords souterrains qui ont été, signés avec les meneurs de ces mouvements qui sont en background et qui manipulent, pas qui manipulent, et qui dirigent les choses en surface. Donc, c'est la plupart du temps les négociations du deep state qui permettent de taire les conflits, en réalité. Est-ce que l'État du Cameroun y a pensé depuis longtemps? Est-ce qu'au lieu d'aller au Nigeria, prendre un groupe de personnes qui se disaient les leaders pour aller les enfermer à Yaoundé, si on avait procédé autrement pour essayer de les tenir dans leur conscience que de les tenir physiquement en prison, si on avait travaillé à les emprisonner psychologiquement, en les laissant libres, mais en les emprisonnant psychologiquement, ils sauront comment ils ont fait. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà pu sortir de cette crise aujourd'hui? Donc, une chose est sûre, aujourd'hui, on est tous d'accord que l'approche a été mauvaise jusqu'ici. La brutalité a été opposée, n'était pas bonne. Les arrestations à tour de bras, même ceux qui vraiment n'avaient rien à voir dans cette affaire-là, ont été interpellés. Et aujourd'hui, je crois que si le président de la République est vraiment volontaire pour décrisper l'atmosphère, il y a une première chose à faire. Laquelle? Libérer d'abord tous ceux qui sont détenus en prison dans le cadre de cette affaire. Bien qu'ils soient accusés de financer le terrorisme. En négociation, il y a des choses qu'on doit laisser. On laisse tomber les orgueils. Quand on dit gracier, c'est quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que tu as fait quelque chose pour laquelle tu mérites la prison. On te laisse quand même. Mais pour la paix, on te laisse dehors. C'est ça ce qu'on appelle, apaiser les tensions, baisser l'atmosphère et tout ça. Il y a ces choses-là qu'il faut faire. Il y a qu'également, il faut faire la lumière sur un certain nombre d'assassinats, ou plutôt de décès des personnes. Les journalistes Ouazizi, par exemple. Il faut qu'on explique à sa famille, à sa communauté, ce qui s'est effectivement passé. Il faut qu'on identifie les responsabilités. Il faut qu'on détecte si quelqu'un n'a pas bien fait son travail quelque part, qu'il réponde de ses actes. Et même si quelqu'un n'a pas bien fait son travail quelque part, sous les ordres de quelqu'un, à un moment donné, forcément, il y a des gens qu'on livre. C'est-à-dire qu'on vous a bien donné l'ordre d'aller faire quelque chose, mais on vous dit que si ça se gâte, on ne se connaît pas. Ça fonctionne comme ça aussi, l'État. Donc, il y a autant de choses, de petites choses qu'on peut appeler vraiment petites, mais qui ont une importance très, très grande, qui doivent d'abord être faites si on veut arriver à la paix. Je suis sûr que si on procède déjà par la libération d'un certain nombre de personnes, même en retenant d'autres, on aurait fait un pas vers le processus de paix. Donc, première chose à faire, selon Roland Nzapi, libérer les personnes arrêtées et emprisonnées, soupçonnées d'être plus ou moins proches des séparatistes. Quelle autre mesure on pourrait prendre pour mettre fin à ce terrorisme tel que le président de la République l'a qualifié? Oui, donc, une fois qu'on les a libérés, dérouler vraiment tout un processus de mise en place d'une véritable paix dans la zone. C'est-à-dire que libérer, bien sûr, un premier aspect, mais instaurer un dialogue. Instaurer un dialogue avec les populations et surtout, une fois de plus, répondre aux besoins. C'est-à-dire que ces gens-là ne pensent plus que l'État les marginalise, que l'État ne tient pas compte d'eux, mais il faut développer ces zones-là. C'est ça aussi, c'est ça la batterie
d'éléments qu'il faut mettre en place pour espérer, parce que je pense que personne ici sur ce plateau n'estime que même si on fait tout ça, on aura forcément la paix. Non, le but c'est tendre vers la paix. Il y a une amélioration. Une amélioration, voilà. C'est ça mon point de vue. Une amélioration significative qui permettrait, par exemple, que l'atmosphère soit décrispée dans ces zones. Parce que jusqu'ici, il faut le noter, il y a des jours qui sont déclarés mortes là-bas et c'est suivi. Notamment un peu comme si on était dans... Enfin, on est dans deux États différents. C'est devenu une règle. Parlant justement d'État, il y a ceux qui, dans cette partie du pays, réclament la sécession. Ils veulent que le nord-ouest et le sud-ouest soient un pays différent du Cameroun. Est-ce que le gouvernement pourrait également apporter des réponses à ces préoccupations du moment où il y a des personnes qui veulent pratiquement la division? Alors, moi je vais donner mon point de vue sur cet aspect. Oui. Le Cameroun doit demeurer un et indivisible. Ça, on est bien d'accord. Nous sommes tous Camerounais. Il faut que ce territoire soit préservé. Nous l'aimons tous, ça doit être préservé. Mais ça n'empêche qu'on puisse au moins discuter, une fois de plus. Depuis aujourd'hui, je prends par exemple le cas du Canada, les Québécois, depuis des années, ils réclament une certaine autonomie et qu'on sort. On se souvient même du discours de Gaulle, il disait « Vive le Québec libre ». Mais c'est toujours un pays. Il y a des mécanismes légaux qui permettent, une fois de plus, on a commencé par cette autonomie renforcée, on peut vraiment l'appliquer. Mais pour ça, il faut qu'on puisse discuter avec ces gens-là, qu'on leur fasse comprendre que, écoutez, voici, on a entendu, on vous a entendu, on vous a compris, mais voici ce qu'on propose parce que nous devons rester dans le même cercle. On vous propose, on donne ces autonomies renforcées, une décentralisation plus, on appellera ça comme on veut, mais je pense que personne n'est dû, personne pourra comprendre qu'on puisse leur dire, écoutez, finalement, cette partie du Cameroun, prenez-la, ça vous appartient. Non, c'est pas ça le but. Mais quand même, leur dire, écoutez, asseyons-nous autour de la table, que chacun se départisse de son orgueil, de son arrogance et de son mépris, comme on le voit de la part des gens de Yaoundé, et que qu'on puisse s'écouter les uns et les autres, et au final, essayer de trouver une solution. La résolution d'un conflit, d'une crise comme celle qui est enregistrée dans le Nord-Ouest, est-ce qu'elle pourrait également passer par sa requalification? Certains parlent de crise, d'autres parlent de guerre. Le président, lui, parle d'actes terroristes de manière générale. C'est une guerre qui est menée là-bas. Pour moi, pour le Nord-Ouest, Sud-Ouest, c'est une guerre. Voilà, c'est une guerre qui est alimentée par des individus qui ont une tendance séparatiste, mais aussi de l'autre côté par des individus qui ont une gloutonnerie financière, qui profitent de cet environnement. C'est une guerre pour moi. Roland Sapli. Oui, je voulais dire quoi, que pour la question de la sécession, vous savez, il y a un adage qui dit que si tu veux obtenir l'étoile, il faut viser la lune. Je considère que la demande de la sécession est plutôt une exigence plus grande pour essayer d'obtenir le peu. Et ce peu, c'est quoi en réalité? Quand vous discutiez de tous les côtés, pour ceux qui parlent de sécession, vous allez noter que partout où on a parlé de sécession, pas seulement au Cameroun, c'est parce qu'on discute le contrôle sur un territoire, pas pour la beauté de ses arbres, mais pour les richesses du sous-sol. De manière concrète, les gens qui pensent, qui estiment qu'il faut qu'on leur donne une partie du pays, c'est parce qu'ils estiment, et ils le disent clairement, que les richesses minières de ce sol sont exploitées et profitent exclusivement à des villes francophones en laissant de côté les villes anglophones. Voilà le problème de fond. La solution serait quoi? Tout simplement discuter avec eux, même avant de discuter avec eux, faire une redistribution équitable des ressources en tenant compte effectivement de l'origine même de la provenance de ces ressources. Et quand vous écoutez profondément, il y a en réalité pas,
à leur en vouloir de manière totale. Ils estiment par exemple que la Sonara, qui est l'entreprise pétrolière du Cameroun, depuis l'aube du temps, n'a jamais été dirigée par un anglophone. Et ils ont raison. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas, par exemple? Ils estiment que le pétrole qui est exploité à la Sonara, on le transporte directement à Douala, Yaoundé, qui profite à d'autres, et l'argent de ça ne leur profite pas. Ils estiment que cet argent ce pétrole fait partie des trafics en haute mer à tous les niveaux qui profitent à d'autres. Vous connaissez le scandale de Glencore. Mais si, vous savez, la plupart du temps, les gens se battent pour essayer de résoudre le problème le plus élémentaire, qui est manger, se loger, se soigner et s'éduquer. Si on s'était assuré, et ça, ce n'est pas un problème spécifique à la zone anglophone, si on s'était assuré que, ne serait-ce qu'avec l'argent de ce pétrole, les retombées profitaient aux populations. À la région. Si ça profitait à toute la population camerounaise, forcément, ça devait commencer par eux. Mais vous savez que depuis longtemps, depuis le début, depuis longtemps, l'argent du pétrole a été, le terme qu'ils utilisent souvent, pas eux, les anglophones, mais au niveau du pouvoir central, le terme qu'ils utilisent souvent, c'est que le pétrole a toujours été la chasse gardée de la présidence de la République. Surtout de 2014, quand on commence à parler d'évaluation, c'est en 1994. Surtout de 1997-1998, que sous la pression des institutions internationales, notamment le FMI, que le budget du pétrole, le revenu du pétrole est inscrit dans le budget de l'État du Cameroun. Avant, c'était ni vu, ni connu. Personne ne savait ce qu'on extrait. C'était la condition pour l'initiative PPTE. Oui, à combien on vend, à qui ça profite, et tout ça. Et ça, c'est complètement... Je veux dire quoi? C'est l'une des raisons qui fait en sorte qu'effectivement, comme le pétrole ne bénéficiait pas au Cameroun, et encore moins à cette zone anglophone, ils estiment que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est sous la pression du FMI qu'on commence à reverser une partie, même pas tout, une partie de l'argent du pétrole dans le budget. Par contre, vous allez constater que pendant ce temps, la Guinée équatoriale, qui venait taper les mains ici, au Cameroun, pour avoir de quoi manger, pour prendre un avion et aller quelque part, revenir, descendre là à l'aéroport à Douala et prendre le bateau pour rentrer chez eux, je dis les chefs d'État, quand ils ont pu exploiter leur pétrole, en un temps, 2 mouvements, ils ont transformé leur pays en un Eldorado qui attire aujourd'hui les Camerounais. Ce n'est pas pensable. Ils ont exploité leur pétrole, je veux dire, 50 ans après que le Cameroun exploitait déjà le sien. Ils faisaient quoi de cet argent? Donc, si ce pétrole, qui est puisé essentiellement dans cette zone anglophone, profitait déjà aux Camerounais et particulièrement à ces zones, je suis sûr qu'on n'aurait pas de problème de route, on n'aurait pas de problème d'éducation, on n'aurait pas... La solution, c'est... La solution... Pour la solution au terrorisme, c'est d'abord une meilleure redistribution des richesses, avant de penser maintenant au... En faisant cela, ça va assécher les revendications automatiquement. Par le passé, lorsque la crise, pour le cas de la crise anglophone, lorsque c'était à son pic, le reproche qui était fait au gouvernement, c'est de ne pas suffisamment communiquer sur cette crise-là, de ne pas véritablement dire les choses telles qu'elles se passent. Maître Calvin Job estimait tout à l'heure qu'on ne peut plus parler de crise parce que ce qui se passe là-bas, c'est une guerre. Oui. Est-ce que cette résolution à la crise ou au terrorisme tel que le président de la République a qualifié pourrait également passer par l'intensification même de la communication autour de cette affaire? Tout à fait, et en procédant également par ce qu'on appelle le cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'on peut commencer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gestes que le pouvoir central peut faire comme ça, là, pour dire que si on démilitarise la zone, qu'est-ce que ça fait? Puisque en maintenant les militaires là sur place, ils n'empêchent pas les villes mortes. Au contraire, ils sont exposés à des attaques, comme récemment, il y a peut-être une semaine encore, il y a 4 militaires qui ont été tués là. On continue à les exposer. Si on les sort de là, on libère les prisonniers, on entame des discussions sur la redistribution des ressources
et tout ça là, on libère un certain nombre je vais dire, des choses sur lesquelles on est encore attaché au niveau pouvoir central ici. Les gens vont se taire en réalité. Honnêtement, les gens vont se taire. Laisser la possibilité aux Camerounais d'avoir à manger ou dormir, de pouvoir aller dans une école digne, d'aller dans un hôpital, trouver un plateau technique qui est normal, d'avoir de l'eau dans le robinet qui coule et tout ça. Vraiment, les revendications seraient... Moi, on commence à se fâcher quand on regarde de tous côtés. On voit que la ville est sale, la route n'est pas bonne, et tout ça, on est stressé à tous les niveaux. Et c'est ça qui frustre un peu les gens. En procédant, il y a même les économistes expliquent toujours qu'une bonne redistribution des ressources naturelles est un bon contributeur à la paix. Quand on a le sentiment de justice pratiquée à tous les niveaux, quand on a le sentiment que tout est fait dans l'équité, vraiment personne n'a le droit de se plaindre en réalité. Maître Calvin Job, vous aurez le mot de fin avec toutes ces propositions qui ont été faites sur ce plateau. S'il y a une chance que le président de la République, au-delà de ce qui a été annoncé, tienne compte par exemple de l'adoption d'un dialogue, de la meilleure redistribution de richesses à la population et tout le reste, est-ce qu'il est possible de mettre fin de manière définitive à toutes ces crises? Oui, totalement, absolument. Absolument, parce que on le voit d'ailleurs, même là, la crise post-électorale, les gens, c'est des besoins primaires. C'est des besoins primaires. On n'est pas, le peuple ne réclame pas le droit je sais pas, le droit des animaux, le droit machin. Non, c'est du primaire. On veut manger, on veut pouvoir se loger, on veut pouvoir envoyer des enfants à l'école, on veut pouvoir avoir les mêmes chances que tout le monde. Ce n'est que ça. Une fois que tout ça est réglé, je pense que il y aura bien toujours des problèmes, bien évidemment, c'est pas le meilleur des mondes, mais on aura réglé une bonne partie des revendications. En tout cas, on verra ce que, après l'annonce, le président de la République fera au cours de son 8e mandat. Il est là pour 7 ans, il faut le rappeler. Merci, Maître Calvin Job, d'avoir été avec nous ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Charlie Queigneux. On va réessayer pour une prochaine édition. Merci, Roland Tapi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain à 19h30 pour une nouvelle édition du Grand Plateau.